Exercice pratique de méditation vipassana. L'exposé suivant était généralement tenu en guise d'initiation à la méditation vipassana par le vénérable Mahasi Sayadaw Ega Mahapandita ou Sobhana pour ses élèves du centre de méditation Savana Yikta à Yangon en Birmanie. Cette méditation représente la tentative de la part du méditant de comprendre correctement la nature des phénomènes psychiques et physiques se déroulant dans le corps. Les phénomènes physiques sont les choses ou les objets que nous pouvons percevoir clairement autour de nous. Ainsi, le corps entier est-il un groupement de qualités matérielles qu'on appelle rupa en pali. Les phénomènes psychiques ou mentaux sont les activités du mental ou de la conscience, en pali nama. Il est possible de percevoir clairement le déroulement de ces namas et rupas au moment de voir, d'entendre, de sentir, de goûter, de toucher et de penser. Nous devons en prendre pleinement conscience en les observant et en les désignant par des remarques mentales telles que voir, voir, entendre, entendre, sentir, sentir, ou bien goûter, goûter, toucher, toucher, ou encore penser, penser. Lors de la méditation vipassana, il faut faire une telle désignation mentale à chaque fois que l'on voit, que l'on entend, que l'on sent, que l'on goûte, que l'on touche ou que l'on pense quelque chose. Mais au début de la pratique, personne n'est en mesure de nommer chacun de ces processus. C'est pourquoi il est conseillé de commencer par nommer un objet qui est évident et facilement perceptible. Lors de la respiration, par exemple, la paroi abdominale se lève et se contracte ou s'abaisse rythmiquement. Ce mouvement est toujours présent. Il s'agit de la qualité matérielle appelée en pali vayodhatu, c'est-à-dire l'élément de mouvement. Il est donc conseillé de commencer par noter cet objet. Pour cela, dirigez votre esprit attentivement vers l'abdomen. Vous verrez que celui-ci se gonfle lors de l'inspiration et qu'il se réaplatit ou qu'il retombe lors de l'expiration. Notez ces deux phases en disant mentalement se soulever lors du mouvement ascendant et s'abaisser lors du mouvement descendant. Notez signifie ici d'observer et de faire simultanément une désignation mentale. Si le mouvement n'est pas clair, par la simple observation mentale, placez votre main sur l'abdomen pour mieux le sentir. Ne modifiez pas le rythme de votre respiration. Ne la ralentissez pas et ne l'accélérez pas non plus. Sinon, cela vous fatiguerait. Ne respirez pas trop profondément non plus. Respirez de façon constante comme d'habitude et notez le mouvement ascendant et descendant de l'abdomen au moment même où il se produit. Faites votre désignation mentalement et non pas verbalement. Les mots que vous choisissez ou ce que vous dites n'a pas d'importance dans la méditation vipassana. Ce qui importe est la perception
ou la connaissance exacte de l'objet que vous observez. Lorsque vous observez l'abdomen qui se gonfle, essayez de percevoir le mouvement du début à la fin, comme si vous le voyiez de vos propres yeux. Procédez de la même façon lors de l'observation de la contraction de l'abdomen. Lorsque vous notez les mouvements de l'abdomen, votre savoir mental de celui-ci doit se produire en même temps que les sensations physiques. La conscience doit viser et atteindre le mouvement lui-même comme un projectile qui atteint la cible vers laquelle on l'a lancé. Pendant que vous êtes en train de noter les mouvements de l'abdomen, il se peut que votre esprit aille vagabonder ailleurs. Ceci doit aussi être noté en disant mentalement « vagabonder, vagabonder ». Si vous notez une ou deux fois de la sorte, l'esprit s'arrêtera de jeu. Revenez alors à la contemplation des mouvements de l'abdomen. Si vous arrivez quelque part en esprit, constatez, arrivez. Puis recommencez à noter le mouvement ascendant et descendant de l'abdomen. Si vous rencontrez quelqu'un en imagination, notez mentalement rencontrer. Puis reprenez l'observation des mouvements de l'abdomen. Si vous parlez à la personne que vous rencontrez en esprit, notez parler. En bref, quelles que soient les pensées ou les réflexions qui se produisent, vous devez les noter. Si vous imaginez quelque chose, notez imaginer. Si vous pensez, notez penser. Si vous faites des projets, notez projeter. Si vous percevez, notez percevoir. Si vous réfléchissez, notez réfléchir. Si vous êtes heureux, notez heureux. Si vous vous ennuyez, notez s'ennuyer. Si vous êtes content, notez content. Si vous êtes découragé, notez découragé. L'effort de noter toutes ces activités du mental s'appelle Chitta Vipassana en Pali. C'est parce que nous n'arrivons pas à les noter toutes que nous avons tendance à les identifier avec une personne ou avec un individu. Nous avons tendance à penser que c'est moi qui imagine, c'est moi qui pense, qui projette et qui prend conscience des objets. Nous pensons à tort qu'il existe une personne qui a vécu et pensé depuis l'enfance. Mais en réalité, une telle personne n'existe pas. Au lieu de cela, il n'existe qu'une succession continue d'activités mentales. C'est la raison pour laquelle nous devons les noter afin de découvrir leur véritable nature. C'est aussi pourquoi nous devons noter chaque activité du mental au moment même où elle se manifeste. Notée de la sorte, elle a tendance à disparaître. À ce moment-là, nous recommençons à noter le mouvement ascendant et descendant de l'abdomen. Après avoir passé un certain temps à méditer dans la posture assise, des courbatures ou des sensations de chaleur risquent d'apparaître dans votre corps. Celles-ci doivent également être notées attentivement. Ainsi de même, lorsque des sensations douloureuses ou de la fatigue se manifestent. Toutes ces sensations s'appellent Dukkha Vedana en Pali, c'est-à-dire
sentiment d'insatisfaction. L'effort de le noter s'appelle Vedana-Vipassana en Pali. Quelqu'un qui ne le remarque pas ou qui oublie de le noter sera amené à penser « c'est moi qui ai des courbatures, j'ai chaud, j'ai mal, il y a un instant je me sentais bien et maintenant je me sens mal à l'aise à cause de toutes ces sensations désagréables ». Il est erroné d'identifier ce processus déplaisant avec l'ego. En réalité, aucun moi n'y est impliqué. Il ne s'agit que d'une succession de sensations désagréables l'une après l'autre. Ce processus peut être comparé à la succession continue des impulsions de courant qui font s'allumer une ampoule électrique. À chaque fois que le corps est confronté à des contacts désagréables, le résultat n'est que des sensations déplaisantes se manifestent l'une après l'autre. Elles doivent être notées soigneusement et attentivement, qu'il s'agisse de courbatures, de chaleur ou de douleur. Chez un méditant qui en est au début de sa pratique, elles peuvent avoir tendance à augmenter et à le conduire à un désir de changer la posture de son corps. Ce désir doit aussi être noté, après quoi le méditant doit recommencer à noter les courbatures, les sensations de chaleur, etc. Un proverbe birman dit que la patience mène au nibbana. Ce proverbe est extrêmement approprié dans la méditation. Il faut de la patience pour méditer. Si on bouge ou si on change de posture trop souvent parce que les courbatures ou la chaleur sont insupportables, le samadhi ou une bonne concentration ne peut pas se développer. Or, si le samadhi n'a pas de chance de mûrir, la claire vision profonde ne peut en résulter et on ne peut réaliser ni magga, c'est-à-dire la voie menant au nibbana, ni cela, c'est-à-dire le fruit de cette voie, ni le nibbana lui-même. C'est pourquoi il faut de la patience au cours de la méditation vipassana. Cette tolérance est nécessaire principalement lors de l'apparition de courbatures, de chaleur, de douleur et autres sensations difficiles à supporter. Si elles apparaissent, n'abandonnez pas immédiatement votre méditation, mais continuez patiemment et notez simplement courbature, courbature ou chaleur, chaleur. Des sensations modérées disparaîtront si vous procédez ainsi. Si votre concentration est bonne et forte, même d'intenses douleurs et autres auront tendance à disparaître. Sur quoi vous devez recommencer à noter les mouvements de l'abdomen. Mais si d'une part, néanmoins, les sensations ne disparaissent pas, même si elles ont été notées longtemps, et si d'autre part, elles sont devenues intolérables, on sera évidemment forcé de changer de posture. On commence alors par noter vouloir changer, vouloir changer. Si les bras se lèvent, on note lever, lever. S'ils bougent, bouger, bouger. Le changement de posture doit être fait doucement, tout en notant simultanément lever, lever, bouger, bouger et toucher, toucher.
Si le corps se penche, notez pencher, pencher. Si le pied se lève, notez lever, lever. S'il bouge, notez bouger, bouger. S'il se pose, notez poser, poser. S'il ne se produit aucun changement et que le corps repose immobilement, recommencez à noter le mouvement ascendant et descendant de l'abdomen. Il ne doit y avoir aucune pause entre les désignations mentales, mais au contraire, celles-ci doivent être contiguës, c'est-à-dire qu'une désignation donnée doit précéder immédiatement la prochaine. Et un moment de samadhi doit précéder immédiatement le moment de samadhi suivant. Alors seulement, le méditant pourra-t-il développer les stades de maturité de la compréhension, l'un après l'autre, et progresser vers le but. Magga et Salanyana, la connaissance de la voie et de son fruit, ne peuvent être réalisés que lorsque ce genre d'effort est déployé et que la succession de désignations prend de la vitesse. C'est comme si on voulait faire du feu en frottant énergiquement et inlassablement des morceaux de bois l'un contre l'autre, jusqu'à ce que l'intensité de chaleur soit telle qu'une étincelle insurgisse. De la même façon, dans la méditation vipassana, il faut noter constamment et inlassablement, sans laisser aucun intervalle de repos, entre les désignations, quel que soit le phénomène qui se produise. Si par exemple une démangeaison intervient et que parce qu'elle est dure à supporter, le méditant désire se gratter, il devra noter aussi bien la sensation que le désir de s'en débarrasser, sans pour autant se gratter immédiatement. En général, la démangeaison disparaît si on continue à la noter ainsi avec persévérance, dans lequel cas on recommence à noter le mouvement ascendant et descendant de l'abdomen. Si en revanche la démangeaison ne disparaît pas, on peut naturellement s'en débarrasser en se grattant. Mais en premier lieu, le désir d'agir ainsi doit être noté. Par la suite, tous les mouvements faisant partie du processus d'élimination de la sensation doivent être notés, en particulier au moment de toucher, de tirer les vêtements et de gratter. À la suite de quoi, on se tourne à nouveau vers l'observation des mouvements de l'abdomen. À chaque fois que vous effectuez un changement de posture, commencez par noter cette intention ou ce désir. Continuez surtout à noter étroitement chaque mouvement, comme par exemple celui de se lever de la posture assise, de lever les bras, de le bouger ou de le tendre. Vous devez effectuer le changement au même moment où vous notez les mouvements qui le composent. Pendant que votre corps se penche en avant, notez-le. Lorsque vous vous levez, le corps devient léger et se redresse. Notez se redresser, pendant que vous concentrez votre esprit sur les sensations provoquées par ce mouvement. Un méditant doit se comporter comme s'il était un faible invalide. Les gens en bonne santé se lèvent facilement et rapidement ou abruptement. Il n'en est pas de même pour de faibles invalides qui eux se lèvent doucement et prudemment. Les gens qui souffrent de douleurs lombaires également se lèvent lentement pour éviter que leur dos ne fasse mal et ne leur cause de douleur.
Les méditants, eux aussi, doivent, au cours de leur pratique, faire leur changement de posture graduellement et doucement. Alors seulement pourront-ils développer une bonne attention et une bonne concentration, ainsi qu'une bonne claire vision profonde. Commencez donc à partir de maintenant à faire des mouvements lents et graduels. Lorsqu'un méditant se lève, il doit le faire doucement, comme s'il était un invalide, et il doit noter simultanément se lever. D'autre part, il doit se comporter comme s'il ne voyait pas ce que ses yeux perçoivent. De même, lorsqu'il entend quelque chose, il doit faire comme s'il n'entendait rien. Pendant la méditation, le seul souci du méditant est de noter. Il ne doit pas s'occuper de ce qu'il voit ou de ce qu'il entend. Donc, aussi étranges et frappantes que soient les choses qu'il perçoit, il doit faire comme s'il ne les voyait pas ou ne les entendait pas et doit uniquement noter attentivement. Lorsqu'il bouge, le méditant doit faire des mouvements graduels comme s'il était un faible invalide et il doit bouger ses bras et ses jambes doucement, que ce soit pour les plier ou pour les tendre. Ainsi de même, doit-il abaisser et redresser sa tête doucement. Lorsqu'il se lève de la posture assise, il doit le faire graduellement, tout en notant se lever. Lorsqu'il se redresse et qu'il se met debout, il doit noter debout. S'il regarde ici et là, il doit noter regarder, voir. Lorsqu'il marche, il doit noter les pas, qu'il s'agisse du pied droit ou du pied gauche. Il doit être conscient de tous les mouvements successifs faisant partie du processus de la marche. Depuis le moment où il lève le pied jusqu'à ce qu'il le repose. Ceci est la méthode pour noter au cours d'une marche rapide. Il est donc suffisant de noter ainsi quand vous marchez vite et quand vous parcourez une certaine distance. Lorsque vous marchez lentement ou que vous faites la marche Tsangkama, c'est-à-dire de marcher de long en large, vous devez noter 3 mouvements à chaque pas. D'abord quand vous levez le pied, ensuite quand vous le poussez vers l'avant, et finalement quand vous le posez. Mais au début, commencez par noter simplement l'action de soulever et de poser le pied, car il est nécessaire d'avoir une connaissance correcte du mouvement ascendant du pied. Ainsi de même, au moment de poser le pied, faut-il avoir une connaissance correcte de la lourdeur du membre qui s'abaisse. Pendant la marche, il faut donc noter, lever, poser à chaque pas. Cette façon de noter deviendra plus facile après 2 jours environ. Alors, vous pourrez poursuivre en notant 3 mouvements, comme décrit plus haut, c'est-à-dire lever, avancer, poser. Mais au début, il est suffisant de noter seulement 1 ou 2 mouvements, comme par exemple pas droit, pas gauche, au moment de marcher vite, et lever, poser, au moment de marcher lentement. Si vous éprouvez l'envie de vous asseoir pendant que vous marchez ainsi, vous devez noter vouloir s'asseoir. Au moment de vous asseoir, notez de façon concentrée la lourdeur du corps qui s'abaisse. Après vous être assis, notez les mouvements nécessaires pour arranger la position de vos bras et de vos jambes. S'il ne se produit aucun mouvement, mais que le corps repose tranquillement,
Notez le mouvement ascendant et descendant de l'abdomen, qui des courbatures dans les membres ou de la chaleur dans une partie quelconque du corps se manifeste. Poursuivez votre exercice en notant celle-ci. Revenez ensuite à la contemplation des mouvements de l'abdomen. Si vous désirez vous allonger pendant que vous notez de la sorte, notez ce désir et les mouvements de vos bras et de vos jambes pendant que vous vous couchez. Il faut noter tous les mouvements que vous effectuez au moment de vous préparer doucement à vous allonger. Par exemple, levez le bras, bougez celui-ci, posez le coude sur le lit, basculez le corps, tendre les jambes et incliner le corps. Il est important de noter ainsi pendant que vous êtes en train de vous allonger. Au cours de ce mouvement, vous pouvez parvenir à des connaissances exceptionnelles, c'est-à-dire Naganyana et Phalanyana, autrement dit, la connaissance de la voix et de son fruit. Si Samadhi, la concentration, et Jnana, le savoir intuitif, sont forts, ces connaissances exceptionnelles peuvent se produire à tout moment. Elles peuvent apparaître au moment même de tendre le bras ou de le plier. C'est ainsi que le vénérable Ananda devint un saint. Le vénérable Ananda essayait énergiquement d'atteindre la sainteté pendant la nuit précédant le premier conseil bouddhique. Il avait passé toute la nuit à pratiquer la forme de méditation vipassana que l'on appelle Kayagata Sati, c'est-à-dire qu'il avait noté ses pas en disant mentalement pas droit, pas gauche, ou bien levé, avancé, posé. Il notait en détail tout ce qui se produisait, que ce soit le désir mental de marcher ou le mouvement physique de la marche. Bien qu'il ait médité de la sorte presque jusqu'au petit matin, il n'avait pas encore réussi à atteindre la sainteté. Il se rendit compte alors qu'il avait pratiqué la marche de façon excessive et qu'afin d'équilibrer Samadhi, la concentration, et Viriya, l'effort, il devrait s'exercer pour un moment en posture allongée. Il entra dans sa chambre, s'assit sur le divan et s'allongea. Pendant cette action, il était en train de noter, s'allonger, s'allonger, et il réalisa alors la sainteté en un court instant. Avant de s'allonger, le vénérable Ananda était seulement un Sotapanna, c'est-à-dire quelqu'un qui est entré dans le courant et qui a atteint le premier stade de la voie menant au Nibbana. À partir de là, il continua à méditer et arriva au degré de Sakadagami, c'est-à-dire le retour unique ou le deuxième stade de la voie. Puis il atteignit le degré de Anagami, c'est-à-dire celui du non-retour ou du troisième stade de la voie. Finalement, il atteignit le degré de Anagami, c'est-à-dire celui du non-retour ou du troisième stade de la voie. Finalement, il réalisa le degré de Arahat, c'est-à-dire le stade du noble disciple qui a atteint le dernier degré de la voie, la sainteté. Il ne lui a fallu qu'un court instant pour développer ce stade successif.
c'est-à-dire le stade du noble disciple qui a atteint le dernier degré de la voie, la sainteté. Il ne lui a fallu qu'un court instant pour développer ces stades successifs des voies supérieures. Notez bien la façon dont le vénérable Ananda a atteint la sainteté. Une telle réalisation peut intervenir à tout moment et ne dure pas obligatoirement longtemps. C'est pourquoi un méditant doit noter assidûment sans interruption. Il ne doit pas relâcher dans son effort en pensant qu'une petite pause ne sera pas grave. Tout le mouvement se déroulant au moment de s'allonger et d'arranger ses bras et ses jambes. S'il ne se produit aucun mouvement, mais que le corps repose tranquillement, il devrait recommencer à noter le mouvement ascendant et descendant de l'abdomen. Même s'il se fait tard et qu'il est temps d'aller dormir, le méditant ne devrait pas encore abandonner son exercice pour aller se coucher. Un élève vraiment sérieux et énergique doit continuer à développer son attention comme s'il allait renoncer complètement à son sommeil. Il doit continuer à méditer jusqu'au moment où il s'endort. Si sa méditation est bonne et qu'elle a le dessus, il ne s'endormira pas. Si d'un autre côté, la somnolence a le dessus, il s'endormira. Si vous êtes somnolent, vous devez noter somnolent, somnolent. Si les paupières tombent, notez tomber, tomber. Si elles s'alourdissent, notez lourd, lourd. Si les yeux piquent, notez piquer, piquer. Si vous notez ainsi, il se peut que la somnolence disparaisse et que vos yeux deviennent clairs à nouveau. Il faut alors noter clair, clair et poursuivre en notant le mouvement ascendant et descendant de l'abdomen. Mais peu importe la persévérance avec laquelle le méditant continue à méditer, si une réelle somnolence intervient, il s'endormira. Il n'est pas difficile de s'endormir. En fait, c'est facile. Si vous méditez en position allongée, vous deviendrez graduellement somnolent et finalement vous vous endormirez. C'est pourquoi un débutant ne devrait pas méditer trop souvent en posture allongée. Il devrait s'exercer bien plus souvent en posture assise ou en marchant. Mais lorsqu'il se fait tard et qu'il est l'heure d'aller se coucher, il peut méditer dans la posture allongée et noter les mouvements de l'abdomen. Alors il s'endormira naturellement ou automatiquement. Le sommeil est le temps de repos du méditant. Un élève vraiment sérieux devrait néanmoins le limiter à environ 4 heures. Ceci est le soi-disant temps de minuit autorisé par le Bouddha. 4 heures sont largement suffisantes. Si un débutant pense que ce n'est pas assez pour pouvoir rester en bonne santé, il peut dormir jusqu'à 5 ou 6 heures. 6 heures de sommeil sont sans aucun doute suffisantes pour la santé. Quand un méditant se réveille, il doit immédiatement recommencer à noter. Quelqu'un qui désire réellement atteindre Magga et Phala-Jnana ne devrait se reposer de son effort de méditation que pendant le sommeil. En dehors de cela, dans les heures de réveil, il doit noter constamment et sans repos.
C'est pourquoi il doit noter l'état d'esprit du réveil aussitôt qu'il émerge du sommeil en disant mentalement « se réveiller, se réveiller ». Si néanmoins il n'est pas en mesure de prendre conscience de cela, il devra commencer par noter les mouvements de l'abdomen. Lorsqu'il a l'intention de se lever, il doit noter vouloir se lever, vouloir se lever. Alors il devrait continuer en notant les différents mouvements qu'il effectue pour arranger la position de ses bras et de ses jambes. Lorsqu'il lève la tête et qu'il se redresse, il doit noter se redresser, se redresser. Lorsqu'il s'assoit, s'asseoir, s'asseoir. S'il fait un quelconque mouvement pour arranger la position de ses bras et de ses jambes, une fois qu'il est assis, il devrait également le noter. Il faut aussi noter au moment de se laver le visage, de prendre un bain ou une douche. Mais puisque les mouvements se produisant à ce moment-là sont plutôt rapides, il faut essayer d'en noter le plus possible, à défaut de les noter tous. Puis, il y a des actions telles que s'habiller, faire son lit ou bien ouvrir et fermer les portes. Celles-ci doivent également être notées aussi étroitement que possible. Lorsque le méditant prend ses repas et qu'il regarde en direction de la table, il doit noter regarder, voir, regarder, voir. Lorsqu'il tend le bras vers la nourriture, la touche, la prend et la mélange, la prend dans sa main et l'amène vers le visage. Lorsqu'il baisse la tête et introduit la bouchée dans sa bouche, lorsqu'il baisse son bras et redresse sa tête, il doit noter chaque détail consciencieusement. Remarque, la description ci-dessus correspond à un repas à la façon birmane. Ceux d'entre vous qui utilisent un couteau et une fourchette ou des baguettes sont conseillés de choisir les mots correspondants pour noter pendant le repas. Lorsqu'un méditant mâche les aliments, il doit noter mâcher, mâcher. Quand il en vient à faire l'expérience du goût de la nourriture, il doit noter connaître, connaître. Pendant qu'il savoure une bouchée et qu'il l'avale, ou bien lorsque celle-ci descend dans l'œsophage, il doit également noter. Le méditant doit noter à l'occasion de chaque bouchée pendant le repas entier. Lorsqu'il mange de la soupe, il doit également noter tous les mouvements qui se produisent, comme par exemple celui de tendre le bras, de manier la cuillère, de prendre une cuillerée et ainsi de suite. Il est assez difficile de noter ainsi parce qu'il y a beaucoup d'actions à observer et à désigner. Un débutant risque donc de manquer beaucoup d'objets qu'il est censé remarquer, mais il devrait néanmoins prendre la ferme résolution de noter tout ce qui se produit. Il n'y peut rien, bien sûr, s'il oublie ou s'il manque quelque chose. Aussitôt que son samadhi, c'est-à-dire sa concentration, sera devenue forte, il sera capable de noter étroitement toutes ses actions. Eh bien, j'ai maintenant mentionné tellement d'objets à noter, mais en guise de résumé, il n'y a que peu de choses à retenir. Lors d'une marche rapide, notez pas droit, pas gauche. Et lors d'une marche lente, levez, posez. Lorsque vous êtes assis tranquillement, notez seulement le mouvement ascendant et descendant de l'abdomen.
Notez pareillement quand vous êtes allongé et qu'il n'y a rien de spécial à noter. Si alors votre esprit vagabonde, notez les activités mentales se produisant. Revenez ensuite à la contemplation du mouvement abdominal. Notez aussi les éventuelles courbatures, douleurs ou démangeaisons qui apparaissent. Puis recommencez à noter le mouvement ascendant et descendant de l'abdomen. Notez également quand vous tendez ou quand vous pliez le bras, quand vous bougez vos membres, quand vous baissez et relevez la tête, quand vous vous penchez et quand vous vous redressez. Puis revenez à la contemplation des mouvements de l'abdomen. Un méditant devient automatiquement capable de noter de plus en plus d'objets au fur et à mesure qu'il persévère dans sa méditation. Au début de la pratique, l'esprit vagabonde ici et là, et il est probable qu'il manque beaucoup de choses. Mais le méditant ne devrait pas se laisser décourager, car chaque débutant fait face aux mêmes difficultés. Du moment qu'il continue à pratiquer, il deviendra capable petit à petit de s'apercevoir de plus en plus vite que son esprit est allé errer, jusqu'à ce que finalement le vagabondage cesse entièrement. Le mental est alors fixé sur l'objet qu'il observe et les moments d'attention surviennent presque simultanément avec les objets auxquels il se rapporte, comme par exemple dans le cas de l'observation du mouvement ascendant et descendant de l'abdomen. En d'autres mots, le mouvement abdominal devient alors synchronisé avec l'activité mentale qui le note. L'objet physique auquel on est attentif et l'acte mental de noter celui-ci se produisent en pair. Aucune personne ni aucun individu n'est impliqué dans ce double processus. Il n'existe que des paires d'objets physiques auxquels on prête attention et les actes mentaux correspondants, à savoir l'observation et la désignation de l'objet. Avec le temps, le méditant pourra faire lui-même l'expérience de ces faits. Pendant qu'il note le mouvement ascendant et descendant de l'abdomen, il arrivera à distinguer le gonflement de l'abdomen comme étant un phénomène physique et l'acte mental de noter comme étant un phénomène psychique. Il observera la même chose lors de la contemplation de l'abdomen qui s'abaisse. Donc, à chaque fois qu'il notera, le méditant parviendra à comprendre lui-même clairement qu'il n'existe que des qualités matérielles qui sont l'objet de l'attention et des qualités mentales qui notent ces dernières. Le savoir de cette distinction est appelé Nama Rupa Paricheda Jnana en pali, et c'est le début des Vipassana Jnana. Il est important d'avoir une compréhension correcte à ce stade. Si le méditant persévère dans son effort, le savoir suivant sera la distinction entre cause et effet, savoir qui est appelé Pachaya Parigaha Jnana. Tandis que le méditant continue à noter, il verra lui-même que ce qui apparaît disparaît à chaque instant. Tout le monde pense que les phénomènes matériels et psychiques se perpétuent pendant toute la vie
c'est-à-dire depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Mais en fait, il n'en est pas ainsi. Il n'existe aucun phénomène qui ne dure pour toujours. Tout apparaît et disparaît extrêmement rapidement et ne dure même pas le temps d'un clin d'œil. Le méditant s'en apercevra au fur et à mesure qu'il continue à noter. Il sera alors convaincu de l'impermanence de tout phénomène. Une telle conviction est appelée Anicca-nupassana Jnana en Pali. Ce savoir sera suivi de Dukkha-nupassana Jnana, qui lui est la prise de conscience du fait que toute cette impermanence représente une souffrance. Le méditant risque aussi de faire face à toutes sortes d'épreuves physiques dues au fait qu'il se rend compte que le corps est en réalité un seulement de souffrance. Cette prise de conscience s'appelle aussi Dukkha-nupassana Jnana. Par la suite, le méditant parviendra à la conviction que tous ces phénomènes psychophysiques se produisent d'eux-mêmes, qu'ils n'obéissent à la volonté de personne et qu'ils ne sont soumis au contrôle de personne. Ils ne constituent aucune entité individuelle ni aucun ego. Ce savoir s'appelle Anatta-nupassana Jnana. Si le méditant continue à méditer, il parviendra à prendre conscience profondément du fait que tous ces phénomènes sont anicca, dukkha et anatta, c'est-à-dire impermanents, sujets à la souffrance et impersonnels, et il atteindra alors le nibbana. Tous les Bouddhas, Arahats et Ariyas d'antan ont réalisé le nibbana en suivant cette même voie. Les méditants devraient se rendre compte du fait qu'eux aussi se trouvent maintenant sur ce chemin de Satipatthana, selon leurs propres vœux, de vouloir réaliser Magga Jnana, la connaissance de la voie, Phala Jnana, la connaissance du fruit de la voie, et Nibbana Dhamma. D'autre part, ils se trouvent sur ce chemin parce que leurs parami, c'est-à-dire vertus supérieures, sont parvenus à maturité. Ils peuvent se réjouir de la chance de pouvoir expérimenter un noble samadhi, c'est-à-dire tranquillité d'esprit due à la concentration, ainsi que jnana, savoir ou sagesse transcendantale qu'ils n'ont jamais connu auparavant et dont les Bouddhas, les Arahats et les Ariyas d'antan ont fait l'expérience. Ils pourront sous peu faire personnellement l'expérience du même Magga Jnana, Phala Jnana et Nibbana Dhamma que les Bouddhas, les Arahats et les Ariyas ont connu. Il est réellement possible de les réaliser en l'espace d'un mois ou de 20 ou de 15 jours de méditation. Ceux qui ont des paramis exceptionnels peuvent même les réaliser en 7 jours. C'est pourquoi le méditant peut être assuré qu'il atteindra ce dhamma dans l'espace de temps cité ci-dessus et qu'il sera libéré de Sakaya Detti, c'est-à-dire croyance en l'ego, et de Vicikicca, c'est-à-dire doute ou incertitude, et qu'il n'aura plus à renaître dans les mondes inférieurs. C'est dans cette perspective encourageante que le méditant devrait poursuivre son effort avec confiance.
Puissiez-vous tous être capables de pratiquer cette méditation correctement et d'atteindre rapidement ce même Nibbana que les Bouddhas, les Arahats et les Ariyas ont connu. Sadhu, sadhu, sadhu.